Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Donc aujourd'hui, pour couper un peu, faire une pause on va dire sur les 6 étapes du endgame, donc du hacking d'une entreprise fictive de vente au détail, qui est quand même orientée pour les confirmer, je me suis dit que j'allais choisir une machine out of the box facile pour donc les plus débutants et débutantes d'entre vous. Donc comme à chaque fois, on a uniquement une adresse IP et j'ai déjà fait le scan and map en amont pour éviter de vous faire patienter. Et le scan and map nous révèle simplement qu'il n'y a qu'un port ouvert, le port 80. Donc je me suis connecté sur ce port 80 et on voit que c'est un blog qui parle d'interesting facts. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que la machine a été faite en 2019 alors qu'elle est toujours active au moment où je fais le write-up, mais je vais le publier évidemment une fois que la machine sera retired. Et du coup, c'est là qu'on voit que la validation des machines out of the box, il y en a qui mettent du temps et qui arrivent en 2020 alors qu'elles ont été créées en 2019. Bref, ceci étant dit, continuons donc de faire de l'énumération avec un classique GoBuster. Je dis classique puisque on en a déjà parlé et je l'utilise dans chaque audit. Donc si vous débarquez sur la chaîne, il suffit de faire une recherche sur GoBuster et vous donc pourrez avoir des informations dessus sur les vidéos Sense et DC9. Bien. Donc on voit qu'il a déjà trouvé le /admin. Donc si on va sur /admin à la fin, on voit qu'on tombe sur un formulaire de login mot de passe avec un Bloodit. Et donc je vais parler un peu de... alors si vous savez pas ce que c'est Bloodit, vous tapez sur un moteur de recherche et vous allez vite tomber sur GitHub qui indique que Bloodit est un CMS. Un Simple, Fast and Flexible CMS, le nombre de CMS qui disent ça, c'est impressionnant. Alors un CMS c'est quoi? Content Management System, c'est donc le logiciel qui permet d'éditer votre site web de manière facile, et ce qui permet donc aux gens qui ne connaissent pas le code HTML ou autre de faire un site quand même, de mettre du contenu sur un site web globalement. Alors le CMS c'est très présent, hein, on le voit sur dès que vous avez une cible avec un site web probablement qu'il y a un CMS derrière. C'est très rare aujourd'hui d'avoir un site qui est fait on va dire from scratch sans utilisation de CMS, même si ça arrive encore. Et donc c'est très pertinent à identifier quel CMS utiliser, comme ce qu'on vient de faire ici, puisqu'on sait à présent que le CMS utilisé est Bloodit. Si vous avez dans vos flux RSS les CVE qui tombent chaque jour là, je vous le conseille si vous faites de l'audit offensif, vous verrez assez vite que quasiment tous les 2 jours il y a des vulnérabilités qui tombent sur des CMS. Et donc c'est des éléments très faillibles, et surtout qu'il y en a vraiment un paquet, hein. Je sais pas, il y en a des centaines de CMS, c'est vraiment un truc impressionnant. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant à identifier. Typiquement, une fois qu'en plus là c'est un CMS open source, donc le gros avantage c'est que ça vous permet de voir s'il n'y a pas des advisories, donc des bulletins de sécurité associés à ce CMS. Là on voit que c'est pas le cas. Cependant, parfois, malheureusement trop souvent, les problèmes de sécurité sont abordés dans les issues avec les autres problèmes, quoi. Et typiquement, là, si on se promène un peu, on va voir, par exemple, File Upload Vulnerability, qui a donc un problème de sécurité qui permet de faire des choses, là, sur la version 3.13.0. Donc... une fois que vous avez identifié quel est le CMS, c'est très intéressant de se promener un peu sur le GitHub si le CMS est sur GitHub. La prochaine chose à faire, qui est de toute manière une chose à faire là quasiment à chaque fois, c'est d'identifier quel est le numéro de version. D'ailleurs que ce soit un CMS ou d'autres softs, quoi, logiciels, on se rend vite compte que c'est important d'identifier les numéros de version. Donc à chaque fois que vous avez un numéro de version, je vous conseille de mettre dans votre bloc-notes. Et une fois que vous avez fini votre phase d'énumération, vous pourrez ainsi vérifier si tous les numéros de version trouvés n'ont pas d'exploit public associé.
Et donc, dans le cadre d'un CMS sur GitHub, on a l'avantage donc de pouvoir. Mais après ça, j'ai envie de dire, même s'il n'était pas sur GitHub, si c'était un CMS que vous pouvez télécharger et tester dans votre laboratoire, ben vous le téléchargez, vous le testez et vous cherchez dans les différents fichiers qu'il met en place sur le serveur web s'il n'y a pas un fichier qui indique la version. Donc pour Bloodit, si vous vous promenez et que vous allez dans blthems blogx metadata.json, vous verrez qu'en effet le CMS indique son numéro de version dans ce fichier. Donc vous n'avez plus qu'à aller sur la cible dans ce répertoire. Et vous voyez que sur notre cible, la version est 3.9.2 du CMS. Du coup, maintenant qu'on a la version, on va chercher s'il y a des exploits associés sur cette version. Donc, si je fais un search exploit, je vais le faire dans une fenêtre à droite, search exploit Bloodit pardon, pas de N, c'est Blunder là dans la machine. On voit qu'il y a des exploits justement sur la version qu'on a, la 3.9.2. Ça tombe bien. Si vous n'arrivez pas pendant votre énumération à identifier la version, ce qui arrive quand même assez fréquemment, vous pouvez quand même, et que vous cherchez et qu'il y a des exploits associés, bah vous pouvez quand même les tenter au cas où, surtout si c'est des exploits récents. Et même si c'est des exploits vieux, si pendant votre énumération vous vous rendez compte que la machine n'est pas à jour depuis longtemps, du coup ça vaut le coup de tester des exploits qui sont plus vieux. Bien, ceci étant dit, donc sur les différents exploits qu'on voit associés à Bloodit, moi celui qui m'intéresse c'est le Metasploit. Enfin, de manière générale, à chaque fois qu'il y a un Metasploit, c'est le premier que je regarde parce que c'est des exploits simples à utiliser, à exploiter quoi, utiliser. Et on voit qu'en effet, c'est un exploit qui permet à travers l'upload d'une image et en abusant du paramètre UID, on va pouvoir en gros mettre un shell sur le serveur et ensuite en faisant un second upload d'un point htaccess, on va pouvoir bypasser la file extension et en gros on va pouvoir lui dire bah, mon image, et ben en fait c'est du PHP et ainsi exécuter le code PHP et donc avoir une RCE qui est donc le saint graal qu'on cherche à faire, le RCE pour Remote Code Execution, exécution de code à distance. Donc comment exécuter du code à distance? Alors bah, du coup on va lancer Metasploit hein, vu que comme on a pu le voir, le module Metasploit concerne la version Bloodit 3.9.2 qui est sur notre cible, donc c'est parfait. Search Bloodit, je peux faire use 0 maintenant, donc l'index qui est devant. Et là on fait info sans S. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Bloodit Pass et Bloodit User sont required. Donc c'est un exploit qui est de type authenticated, ce qu'ils auraient pu mettre d'ailleurs sur la description. Donc on ne peut pas l'exploiter directement. Enfin, il faut réussir à s'authentifier pour pouvoir l'exploiter. Ok, dans ce cas-là, voyons comment on pourrait se connecter sur la cible. Donc si je vais sur /admin, la première chose à tenter c'est quand même le admin, ou en tout cas les authentifiants login mot de passe par défaut. Ici ça marche pas. Du coup là le bon chemin, puisque je rappelle hein, c'est une machine que j'ai déjà faite, donc pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je suis le bon chemin. Et le bon chemin, il y avait un bon indice sur la machine qu'on peut voir ici. Donc dans l'énumération que j'ai fait avec GoBuster, on voit qu'il trouve un fichier robot.txt, ça je vais me rappeler qui me trouvait ça. Rien d'intéressant, mais il trouve surtout un todo.txt, donc ça c'est l'administrateur qui a fait une erreur
puisque sa to-do list, il n'a pas à la rendre publique. Et on voit qu'il a noté de mettre à jour le CMS, et en effet il faut qu'il le fasse puisque il y a une version associée, même si pour l'instant on peut pas l'exploiter vu qu'on n'est pas authentifié. Il a bien coupé le FTP, on s'en est rendu compte, le FTP est closed sur le scan and map. Remove all users, ça aussi effectivement c'est des choses à faire, dès que l'utilisateur n'a plus besoin d'avoir un accès, on retire ses accès. Et la dernière ligne, inform Fergus that the new block needs images pending. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que potentiellement Fergus est un nom d'utilisateur. Donc ici on peut tenter par exemple sur le /admin là, tac, on peut tenter Fergus, passe pas. Bien. Maintenant qu'on a fait cette énumération, si on se promène sur les différents issues dont je parlais tout à l'heure ici, donc je vous laisse vous promener, faire cette phase d'énumération. Et si vous descendez, enfin si vous voyez le 1090, vous voyez qu'il y a une méthode qui permet de bypass l'anti-brute force controls. Donc il y a une protection contre le brute force sur Bloodit. Et on voit qu'il y a un moyen de passer à travers cette protection. Alors c'est assez clairement expliqué dans le code ici. Globalement, avec les bons headers, on peut outrepasser cette protection contre brute force. Donc ce que j'ai fait, c'est que ce script là je l'ai mis sur ma machine. Il est normalement dans ce répertoire. Mousepad, je l'ai appelé lisbeth.py. Donc il est là. Il y a quand même juste eu une modification, c'est que lui dans son script il génère des mots de passe là et il les teste. Et moi les mots de passe je vais pas les générer dans le script, je vais plutôt les lire dans une word list. Donc pour que la vidéo soit pas trop longue, je vous le dis de suite, on peut mettre RawQ là-dessus et le balancer sur la cible, ça marche pas. Le mot de passe n'est pas dans la liste RawQ. Alors là du coup on pourrait essayer donc d'autres listes de mots de passe pour essayer de trouver ce mot de passe. Vous pouvez aussi essayer de le faire sur admin, sait-on jamais, mais pareil là, sur admin, que ce soit la RawQ ou d'autres listes, impossible de casser le pass. Et donc en fait la bonne piste c'était autre chose. C'est l'utilisation de Suel ou Kuel, je sais jamais comment ça se prononce. Alors en fait Kuel, donc on va l'appeler Kuel, hein, c'est un soft qui est pratique dans un cas comme on a ici, c'est-à-dire que quand vous avez un site web en cible qui contient on va dire du contenu qui est lié à une passion, donc là on voit que c'est des gens passionnés de fun facts de choses sur des écrivains, etc. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, les gens qui se connectent au CMS, et ben donc ils sont passionnés par ces sujets sur lesquels ils écrivent. Donc peut-être que leur mot de passe est un des mots qui est contenu dans ces différents articles sur la cible. Et donc Suel va nous permettre de récupérer ces mots dans une liste juste avec une commande, donc c'est assez pratique. Il suffit de faire Suel, donc la cible 10.10.10.191, d'écrire donc dans un fichier que j'appelle passwordindex.txt, puisque pour rappel si je regarde le fichier, je l'ai appelé la password list, je l'ai appelé passwordindex.txt. Et du coup, ce qu'il a généré, c'est une word list de 349 mots de passe. Et si on regarde à quoi il ressemble, eh ben il a simplement pris tous les mots qui font plus de 3 lettres, enfin de 3 lettres ou plus.
et il les a mis dans le fichier. Donc voyons si avec ces mots de passe potentiels on trouve le bon. Donc j'ai plus qu'à faire un Python Lisbeth. Et donc il les essaye un par un. Je pense que c'est assez rapide parce qu'on n'avait pas beaucoup de mots de passe. Dans les 300. Voilà, Success Password Found. Le mot de passe était bien dans un des articles présents sur le site web. Donc on peut à présent se loguer sur l'interface d'admin en tant que Fergus. Et le mot de passe c'est Roland Deschamps. Parfait. Donc là, on est authentifié sur ce CMS. Et du coup, vu qu'on est authentifié sur le CMS, eh ben, on doit pouvoir utiliser le module Metasploit. On n'a plus qu'à configurer les variables qui vont bien, c'est-à-dire bloodit pass, du coup c'est Roland Deschamps avec un, non il n'y a pas d'S. Bloodit user, c'était Fergus. La cible donc c'est l'adresse IP 10.191. Ensuite on a, si on fait pas info mais option, on a la target URI qui a slash, bah nous c'est plutôt slash admin. Et ma foi, je pense qu'on est pas mal avec ça. Ah oui, le reverse shell par contre il est pas bon là, il faut mettre l'interface tune 0 pour 444 si tu veux. Donc l'interface qui est dans le tunnel, hein, puisque ça correspond à l'IP public si on était sur une attaque sur internet. Ben je pense qu'on est tout bon. Alors testons. Apparemment exploited fail. No UID found in admin new content. Alors ça, je m'y attendais pas. Donc, du coup, je fais une pause pour faire du debug. Alors j'ai fait un reset de la machine parce que je vois pas trop ce qui va pas. Voyons voir si c'était ça le problème. Non, c'était pas ça le problème. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, j'avais bien fait de faire une pause, puisqu'au final j'ai pas réussi à debug pourquoi ça marche pas avec l'exploit Metasploit. Et du coup je suis parti sur une autre piste, c'est-à-dire sur, si on revient ici, sur l'exploit en Python en fait. Enfin le point .txt ici. Donc dans les différents exploits disponibles quand on faisait un search exploit, le premier ça c'était pour brute force ce qu'on a fait du coup avec le script Python. Donc l'exploit Metasploit j'ai pas réussi à l'utiliser. Et le troisième c'était effectivement la même chose que l'exploit Metasploit mais en Python. Donc si on ouvre cet exploit Python, il explique bien les différentes étapes. Donc j'ai utilisé cette commande en mettant mon IP pour générer les villes.png. Et j'ai mis donc les bons paramètres ici, la cible, l'user, mot de passe. Et ensuite j'ai lancé l'exploit, comme on peut le voir ici. Voilà, c'est la génération du PNG. Et ensuite j'ai généré le second fichier, j'ai lancé l'exploit et c'est bien passé.
Et donc ensuite j'ai mis en écoute le NC, et quand je me connecte, enfin je lance l'image en question, j'ai bien un reverse shell qui se présente. Donc une fois que j'ai ce reverse shell, ben si j'ai du Python, which Python, c'est le cas, on va faire un python.c-c pardon, import pty.spawn sbash si ça existe sur la cible. Je me suis raté quelque part. Import pty.spawn, tac tac tac. Ça n'a pas l'air de passer. Étrange. Du coup, la suite de cette vidéo, c'est une fois qu'on a réussi à avoir ce reverse shell, a priori on a, je vais être obligé de le relancer, on a accès à pwd /home ls, on a peut-être accès au home de Hugo et même au flag d'un je vais vite parce que le shell n'a pas l'air très stable. Du coup head-c4, non, on n'y a pas encore accès parce que c'est lisible par Hugo et moi je tourne avec www.data. Très bien, alors du coup si on fait un peu d'énumération et qu'on va dans cela var www, on voit qu'il y a deux versions de Bloodit qui sont déployées. Nous c'était la 3.9.2, donc j'imagine que c'est intéressant de regarder ce qui se trouve dans la nouvelle version de Bloodit. Et donc si on creuse un peu dans ce répertoire, on a un fichier enfin on a une databases, et dans ce databases on a un fichier qui s'appelle users.php, et on voit qu'à l'intérieur on a un admin avec un mot de passe, oui, enfin potentiellement un mot de passe, mais ça ressemble quand même beaucoup à un hash. Du coup là je vais utiliser un tool qu'on n'a pas encore utilisé sur Acksize, mais qui est très pratique pour identifier le format d'un hash. Ça s'appelle hashid. Donc on lui colle le hash et il nous dit le type de hash que ça peut être. Donc là c'est probablement du SHA-1, hein. Et du coup pour casser du SHA-1, bon il y a plein de sites en ligne, je sais pas trop lequel je vais utiliser d'ailleurs. Faisons Crackstation, tiens, Crackstation. Ah, c'est marrant, j'y suis jamais y allé depuis cette machine. Donc crackstation.net, je lui colle mon hash, je lui dis que je suis pas un robot, et il le casse en 2 secondes parce qu'il avait déjà cassé tellement le mot de passe est facile, c'est password 120. Donc on a potentiellement le mot de passe de Hugo, puis comme on le voit l'admin c'est Hugo, et on avait vu qu'il y avait un /home qui correspondait à Hugo, donc potentiellement on peut élever ses droits en tant que Hugo. Donc on va devoir aller vite puisque comme vous le voyez le shell est trop pas stable. Je relance le truc en écoute, je relance mon shell, et donc je fais un su-hugo, je colle le mot de passe, et on reste en wdata. Pourquoi? Parce que le su- il faut avoir les droits TTY, mais j'arrive pas à faire la commande Python là, c'est bizarre. Je la refais, tout à l'heure peut-être que je m'étais loupé sur un caractère invisible ou quoi. pty.spawn. Il n'y a rien à faire, hein. Il veut pas cette commande. Je réessaye un dernier coup.
Non, rien à faire. Alors, comment on va faire? Voilà, donc j'ai encore fait un peu de debug. Du coup là, ma solution, ça a été que, comme pour une raison que j'ignore, le Python-C import PTI il marche pas sur le reverse shell ici, bah, j'ai fait reverse shell en version Pentest Monkey, on va dire, qui m'a permis d'en avoir un deuxième ici à droite. Et là, ce coup-ci, quand je fais le PTY, il passe. Donc j'espère que ce shell sera plus stable. Et il nous reste donc à faire le fameux SU- avec le mot de passe de Hugo. Pardon, pas Thierry, SU- tout court. Hugo. C'était donc password 120. Et on est Hugo. Cool. Puisque cette machine est censée être super facile, et là j'ai galéré un peu, donc j'espère qu'on va réussir à la finir quand même. Et donc une fois qu'on est Hugo, on a la possibilité donc d'accéder au flag. C4. Donc le flag utilisateur, ça c'est bon. Et ensuite, si on fait un sudo-l avec donc password 120, on voit que Hugo a une configuration un peu chelou. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit en tant que root à faire bin bash, mais sinon il peut faire bin bash en tant que qui veut sauf root quoi. Et ça en fait, ça rappelle. Il y a un exploit qui est sorti, qui est disponible sur exploit.db, le 47502. Et ça fait partie des configurations sudo bizarres où il y a des exploits possibles, comme vous le voyez. On a beaucoup parlé quand c'est sorti, il me semble, si je mélange pas avec un autre, parce qu'il y a tellement d'exploits sudo. Mais bon, c'est tout con, il suffit effectivement de faire cette commande, et ça va bypasser cette configuration bizarre. Si je la fais, bim, on est route. Et donc j'ai accès au flag de route. Voilà. Donc si on résume, pourquoi on a réussi à hacker cette machine? Parce que le CMS n'était pas à jour, parce que les mots de passe utilisés sont trop faibles, que ce soit le password 120 ou le Roland des Chiens. Pour le coup, le password n'était pas si faible que ça, mais c'est comme c'était présent sur le site web cible, c'était pas une bonne idée de mot de passe. Et enfin, la configuration sudo qui était pas bonne et qui nous a permis de devenir root, tout simplement. Voilà, donc à la base je voulais utiliser l'exploit Metasploit pour y arriver plus rapidement que ça, je sais pas pourquoi il a pas marché, et du coup je voulais vous conseiller dans un second temps de faire la machine manuellement, un peu comme ce qu'on vient de faire là, même si la hackeuse de la semaine, Shreya Poeka, j'espère que je prononce son nom comme il faut, donc propose un write-up de cette machine en format HTML, en format vidéo, qui lui le fait à la main. Donc vous pourrez, donc en se basant sur le problème décrit sur GitHub, donc il réalise l'exploitation à la main, ce que j'aurais fait dans une troisième option si l'exploit Python n'avait pas fonctionné. Voilou pour la hackeuse de la semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander. N'hésitez pas à laisser des commentaires, et moi je vous dis donc à la semaine prochaine, où on reprendra l'étape 4 du endgame de Hack the Box. Ciao ciao.